L'idée, c'est de quitter le mode réactif et simplement rejoindre le mode proactif, c'est-à-dire capitaine. And cut. Bienvenue dans Capitaine au Capitaine, le podcast où l'on explore toutes les facettes du leadership en faisant voler en éclats tous ces stéréotypes. Je m'appelle Baptiste Marin et vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo sur la chaîne YouTube Les Capitaines. C'est la rentrée et vous voilà déjà débordés. Heureusement, il y a les capitaines pour vous aider à surnager. Notre environnement, en effet, nous gave d'informations et l'on se sent parfois repu jusqu'à la dépression. Trop d'infos tue l'info, comme le dit si bien l'adage, et c'est à nous de faire le tri pour éviter notre propre sabotage. Les effets indésirables sont en effet nombreux, troubles de l'attention, procrastination, frustration, anxiété, excusez du peu. Nous sommes devenus les esclaves de nos outils, jusqu'à parfois en perdre la saveur de la vie. Alors j'ai invité Julien Guégnat pour nous aider à reprendre la barre et faire disparaître ces tracas. Julien est le fondateur de l'organisologie, un expert qui transformera votre chaos en symphonie. Il a servi dans l'armée suisse, capitaine d'un grand bataillon. Avec un brevet en leadership, il maîtrise parfaitement l'organisation. Auteur de 3 livres qui font sensation, il vous aide à dompter l'infobésité et la distraction. Conscientiser notre rapport au temps, c'est sa mission. Pour ne plus vous sentir débordé, retenez bien ces leçons. Avec des techniques simples et une vision éclairée, Julien nous montre comment rester productif et apaisé. Alors attachez vos ceintures, préparez-vous à décoller. Avec Julien Guégnat, l'organisation n'aura pour vous plus aucun secret. Salut Julien! Salut Baptiste, merci beaucoup pour cette présentation. Je tiens à préciser, c'est presque parfait. Il y a juste bataillon, c'est pas bataillon, c'est compagnie. Donc, Bah, ça m'arrange voilà. moins pour la rime, mais ok, la Ah précision est ouais, faite. ouais. Ouais, Je c'est nous important écoute. parce qu'il y a une différence quand même. Compagnie, c'est 150 hommes et bataillon, t'es vers les 1000 hommes. Donc Ok, voilà, ça fait on une pourra en différence. parler. Mais sinon, c'était super. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui, avec tes auditeurs. Je me réjouis de passer ce moment Eh ensemble. ben, pareil, je t'ai beaucoup écouté et c'est un régal parce qu'on sent que tu es passionné par ce que tu fais. T'es pas sur un outil ou sur une idéologie, tu es vraiment voilà, nourri de plein de choses et c'est super intéressant. Je précise déjà qu'on peut retrouver tous tes accompagnements, etc. sur www.organisologie.com. Et puis je voulais commencer par t'annoncer une bonne nouvelle parce que j'aime bien prendre des engagements comme ça publics en face de moi, Ah, voire de mon audience, mais je m'engage à avoir recours à tes services d'ici la fin de l'année. ah, Euh, c'est beau ça. ouais, ouais, ouais. Donc tu viens de gagner un client, voilà, en direct et le partager comme ça m'engage un peu. Comme ça, au moins, je me dis, Yes. voilà, je suis sûr de le faire. Non, ça m'intéresse parce que je pense que je me sens pas particulièrement désorganisé, mais comme tout le Mhm. monde, je pense que c'est un processus où parfois on s'en sort, parfois un peu moins. Et Mhm. avoir quelques réflexes pour construire notre système personnel, c'est toujours utile. Donc, ça me semble être un bon investissement. En tout cas, Tu je me réjouis de t'accompagner dans ton aventure. C'est avec un grand plaisir. Eh ben, partager. Tu as écrit 3 livres, 2 heures Yes. chrono pour mieux s'organiser, en finir avec l'infobésité, c'est un terme sur lequel on reviendra, et puis le cerveau numérique. Mhm. Donc, tu es expert de l'organisation dépositaire, du terme organisologie, et Yes. expert du sujet qui est très vaste. Alors, pour utiliser notre temps au mieux, je vais essayer d'être assez exemplaire parce que Mhm. c'est Mhm. une pratique que je partage dans mes formations. Je dis déjà, pour organiser votre temps, quand vous êtes dans un entretien avec un interlocuteur, quelle que soit la nature de la réunion, partagez votre objectif. Préparez en amont quel est votre objectif et partagez-le avec votre interlocuteur pour éviter les incompréhensions et les pertes de temps pour être bien centré. Donc, mon objectif, c'est que nos auditeurs repartent avec l'envie de simplifier ou de casser leur routine pour tester un nouveau système personnel qui les rendra plus productifs et apaisés. Tu Super. vois? Est-ce- Objectif ambitieux, j'adore ça. Bah, super. Et pour structurer notre échange, parce qu'un petit agenda, c'est quand même important, dans une première partie, on verra comment on peut mettre en place un système. Tu aimes bien cette Mhm. notion de système. On verra ce qui Mhm. est derrière pour nous-mêmes. Ça m'intéresse aussi qu'on regarde l'organisation au sens collectif parce que quand on est dans une structure, dans une société, bah, on peut avoir une bonne méthode, mais on travaille aussi en équipe. Donc, comment on coopère. Et puis, Mhm.
capitaine. Alors des fois, j'ai entendu capitaine ou commandant. J'ai fait l'erreur sur bataillon compagnie. Ouais. C'est bien capitaine? Alors, le capitaine, c'est le grade et commande compagnie, c'est la fonction. En fait, tu D'accord. peux avoir le grade de capitaine, mais peut-être être dans un état-major et tu n'es pas en charge de la compagnie. Ok. En tout cas, tu Voilà. as En fait, mené. j'ai été les deux. Voilà. Alors, je préfère. Et maintenant, je suis plus que capitaine parce que j'ai remis le commandement de ma compagnie en 2023. Bon, bah ça m'arrange. Oh, Va ça bien simplifie tout. pour le titre de l'émission. Et donc, bah, en tout cas, tu as été meneur d'hommes dans un contexte de l'armée. Je m'intéresse aussi beaucoup à cette autorité moderne dont on a besoin. Pour moi, c'est pas un gros mot. Et j'avais du mal, tu vois, dans l'armée française, j'essaye d'aller voir, mais évidemment, les gens en fonction, les gradés notamment, ne peuvent pas s'exprimer via des C'est médias, clair. des podcasts. Donc, je vais en profiter pour voilà, qu'on voit un petit peu ensemble ce que moi j'appelle l'attitude capitaine pour connaître ta perception de ce que Hmm, peut être, selon toi, le leadership moderne. hmm. Donc, je le disais, pour commencer, tu préconises d'avoir une approche système et tu définis système par compilation ou agrégation d'outils, méthodes et comportements. Hmm. Donc, on va essayer de voir ces trois aspects ensemble. J'ai envie de commencer par une question assez large. Comment, toi, tu réconcilies temps court et temps long? Ton cours est temps long? Alors, en fait, tout ce qui est temps long, donc c'est-à-dire projet moyen long terme, je le fais passer au début de mes journées. Voilà. Et tout ce qui est plutôt temps court, en deuxième partie de journée. Ok. En gros, c'est une réponse simple, un principe assez simple que j'enseigne dans pas mal de formations et en accompagnement. Ça fonctionne. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si, beaucoup de gens vont se dire, je fais d'abord les urgences et ça va me permettre de m'en débarrasser. OK? Le truc, c'est que ça fonctionne jamais comme ça. Quand tu réponds aux urgences, j'aime bien voir les urgences comme une sorte de monstre qui se nourrit d'urgences. Plus tu l'alimentes, plus il grossit. Et donc, en fait, si tu commences tes journées par te dire, je vais gérer toutes ces petites urgences en premier, souvent les gens, après, ils te répondent, ils te relancent d'autres choses, tu dévis sur d'autres tâches. Et finalement, toutes ces tâches qui doivent être réalisées à un certain moment précis, tu ne le fais pas et elle se transforme en urgence. Et donc, tu rentres dans une boucle qui fait que tu t'en sors pas. Hmm. Et Un- donc, ouais. ouais. Et donc, en fait, pour moi, c'est pas simple, mais c'est un bon exercice de dire chaque fois que tu as un imprévu, premier truc, tu le notes. Le simple fait de le noter, c'est que tu quittes le mode réactif, tu passes en mode proactif, réflexion, et ensuite tu te poses la question est-ce que ça peut attendre une heure? Ouais, c'est un des conseils qui revient assez souvent. Tu appelles ça le vide-cerveau, c'est-à-dire pour éviter de nourrir la charge mentale. Ouais, Dès c'est ça. qu'il me passe, je le note, je l'évacue pour pas qu'il reste dans cette boucle-là. Je pense que Ouais. derrière ma question, alors merci déjà pour ce premier élément de réponse. Derrière ma question, il y avait quelque chose presque d'un petit peu plus philosophique, c'est-à-dire dans le temps long, le long terme, c'est aussi mes aspirations de vie, c'est-à-dire de ne pas perdre de vue mes priorités, parce que des Ah, fois, dans ce nos sens-là, ouais. priorités, voilà, et voilà, comment j'articule, comment je fais en sorte que mon agenda Mhm. pas sympa dans le sens de mes aspirations profondes. C'est ça. Mhm. Voilà. Mhm. Ok, dans ce Et, sens-là. ouais, comment tu revisites peut-être pour être sûr que tu ne te perds pas par rapport à tes grands jalons que tu t'es Ouais. fait, quoi. Bon, en fait, moi, si tu veux, c'est assez simple. C'est une fois par année, je me pose, je me dis, bon, dans 5 ans, à quoi j'ai envie que ma semaine type idéale ressemble, tu vois. Et à partir de là, donc c'est un peu la vision pour moi, tu vois. Semaine idéale. Et j'ai fait l'exercice récemment et avec mon coach, enfin bon, on va dire mon coach, ça va simplifier. Et la réponse était faire du podcast un jour par semaine et dessiner un demi-jour par semaine. Et le reste du temps, c'était à ma disposition. Donc, à Mm. partir de là, c'est ma vision. Évidemment, on peut aussi parler de valeurs, c'est important, tu vois. Les valeurs, on peut détailler, mais pour faire simple, c'est la semaine idéale. Et à partir de là, OK, quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour, depuis mon quotidien actuel, tendre vers cette direction? Quelles sont les options à ma portée, en fait, à ma disposition? Tu vois, quelles sont les opportunités qui sont là et qui nécessitent du temps en fait pour être aperçues. Parce que souvent, on est tellement le nez dans le guidon qu'on ne voit pas les opportunités qui sont devant nous, qui pourraient nous permettre d'atteindre cette vision. Mais parce qu'on est dans cette roue de hamster, on ne les voit pas, on ne les saisit pas, on n'y réfléchit pas. Et donc, ça nécessite forcément de prendre du temps pour réfléchir.
Voilà. Et donc, une fois que j'ai ma stratégie, je me dis, OK, ça me parle, je vais tester et je pars sur des petits, ce que j'appelle des petits sprints de 90 jours, 90 jours. Donc, quel est mon objectif? Là, c'est LinkedIn, tu vois, poster trois posts sur LinkedIn, voilà. Et puis, pour tester, justement. Et puis, ensuite, j'arrive sur de l'hebdomadaire et du quotidien. Donc, assez cartésien, assez hiérarchique, on va dire, dans ma manière de procéder. Je sais que tu as pas mal de gens qui vont plutôt partir sur au feeling, pas mal de personnes qui vont recommander l'exploration totale. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'enseigne et ça a plutôt bien fonctionné pour moi jusqu'à maintenant. Et voilà, j'espère que ça répond à ta question, en gros. Ouais, complètement. Et moi, alors, je partage dans l'horizon de 3 mois pour le moyen terme. Je trouve ça bien parce que c'est suffisamment lointain pour avoir un bénéfice dans le temps et tester quelque chose Ouais. voilà, dans la durée. Et puis, c'est suffisamment proche pour qu'on ait une emprise dessus. Les 5 ans, moi, ça me semble, c'est dur pour moi, ça, cet horizon-là, parce qu'on vit dans un monde volatile qui est Ouais. complètement. Donc, presque mon long terme, c'est presque plus 1 an. Euh, Mhm. Moi, je suis plus à revisiter régulièrement une sorte de vision personnelle, je sais pas comment on peut l'appeler, tu vois, une ambition de vie, une philosophie, un but, comme tu veux. Et de Mhm. dire 1 an, 3 mois, une semaine. Après, bon, voilà. Il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est ce qui est intéressant aussi d'avoir chacun ses propres pratiques. En tout cas, C'est toi, ça. combien de temps comment tu t'y prends pour ce petit séminaire avec toi-même, là, déjà? Ouais, ça prend une demi-journée. Une Demi-journée. demi-journée à peu près où je vais me poser. Il n'y a rien, y a rien de magique. Tu vois. À mon avis, c'est juste le fait de se poser, réfléchir, mettre de l'intention un petit peu dans nos vies. Euh, et puis après, pour les personnes qui nous écoutent, là j'ai mis la semaine idéale, ça peut paraître un peu flou, mais on peut encore un peu diviser. OK, qu'est-ce que je vais faire durant cette semaine idéale? Qu'est-ce que j'aurai à ma disposition? Ça peut être en termes de relations, en termes de matériel, en termes de contexte, tu vois, et puis qui je serai aussi. Hmm. Ça peut donner aussi d'autres angles, d'autres pistes de travail. Euh, donc voilà. Ouais, Mais je c'est pense qu'il ne faut pas surintellectualiser l'exercice parce que 5 ans, en fait, comme tu le dis, c'est très loin. Tu vois, et cet exercice, il est surtout là comme, on va dire, générateur d'énergie. Toi, tu es déjà là où moi, j'aimerais être en termes de podcast, tu vois, interviewer des gens, tout ça. Donc, moi, je me dis, ah ouais, ça me motive. Tu vois, ça me motive à faire d'autres choses, terminer d'autres choses avant pour préparer le terrain. Alors que les dessins, je les fais déjà, mais ça me motive à avancer dans mon quotidien. Et je pense que c'est surtout ça qui est important quand on fait ce genre d'exercice. C'est pas d'arriver au but, mais c'est surtout de nous aider au quotidien à avancer et des fois donner du sens à des activités ou à des parties de projet ou à des phases qui sont pas forcément ultra sexy dans notre quotidien. Tu vois, moi, je travaillais sur les chantiers il y a longtemps, tu vois. Et quand j'ai décidé que j'allais changer, il y a des journées, je faisais de la pelle, brouette, marteau-piqueur, tu vois. Et j'étais dans cette phase de transition. Et avoir une vision m'a beaucoup aidé dans ces moments difficiles. Ouais, je trouve que c'est le point de départ de tout, en fait. Tu vois, si je garde l'analogie des capitaines, d'avoir un cap, d'avoir un phare, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Ouais, l'étoile polaire, tu vois, ça pour peut être avoir un mentor, ça peut être une un moyen. inspiration, Ouais. ça peut être aussi Rien n'importe. simplement vouloir quitter quelque chose. Tu vois, un exercice intéressant, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je ne veux pas? Parce que certaines personnes, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux? La réponse, c'est difficile. Mais tu peux prendre le problème à l'inverse et te dire qu'est-ce ma semaine misérable? À quoi elle ressemble? Ok. Et tu t'assures de ne pas après, tu lises qu'est-ce qu'il faut pas faire pour arriver là. Et tu t'assures qu'au quotidien, tu fasses pas les mauvaises choses. Hmm. Et ça, c'est une excellente méthode que j'utilise aussi dans la génération de nouvelles idées, euh, technique de créativité qui s'intitule l'inversion, en fait, qui fonctionne très bien aussi en équipe. Tu es Ouais, bloqué dans une situation, tu dis, OK, les gars, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour vraiment échouer dans cette mission? le scénario catastrophe, on appelle Le ça. scénario, voilà, le pré-mortem, il y a plusieurs noms. Ok, donc avoir une intention et puis tester, revisiter, voir sa semaine idéale ou sa semaine catastrophique. Il y a des personnes, je sais, qui sont un peu allergiques. C'est-à-dire que toi, tu vas prêcher beaucoup d'outils, de méthodes, de Ouais, procès. Ah, il y a des personnes qui sont allergiques à ça. C'est-à-dire que le ouais, simple bien sûr. voilà, ce serait quoi pour toi, pour ce type de personne qui est vraiment. J'ai progressé là-dessus, mais je suis pas encore champion, Ouais. tu vois.
tenir des routines, je suis très bien pour mettre en place des choses, mais après, Ouais, pour être discipliné, c'est très difficile. Ce serait quoi allez, j'allais dire le minimum à faire pour surnager au moins et voilà, pour les personnes qui sont ouais. un peu allergiques à tout ça. Alors, pour les personnes qui sont allergiques, qui aiment bien travailler au feeling, qui n'aiment pas les objectifs, les trucs voilà, trop structurés, moi, si tu veux, sur organisologie, je ne m'adresse pas vraiment à ces personnes, tu vois, déjà. J'aimerais juste dire, il faut tout pour faire un monde, et puis probablement que vous trouverez d'autres personnes qui vous correspondront. Et ça, c'est déjà très bien sur Internet. Euh, Après, à ces personnes-là, ou d'une manière, les personnes qui sont désorganisées et qui aimeraient être un peu mieux organisées et qui en sont conscientes, bah, en fait, l'argument, c'est simplement l'argument de la ressource, c'est-à-dire mieux s'organiser, c'est mieux utiliser ses ressources pour atteindre certain objectif. OK? Donc, si tu veux faire ce que tu fais aujourd'hui en investissant moins de temps, moins d'énergie, bah, l'organisation, c'est un bon levier. Voilà. Et moi, j'aime bien dire que c'est un super pouvoir quand il est bien utilisé. Mais évidemment, ça ne va pas te permettre de tout accomplir. Ça, c'est aussi un piège dont certains tombent dans ce piège, c'est-à-dire, ah oui, parce que je m'organise, je peux faire plein de choses. Non, tu ne peux pas faire plein de choses. Tu as toujours des journées de 24 heures, tu es toujours limité, sauf que tu vas pouvoir faire plus avec tes ressources actuelles. En gros, c'est ça. Mm. Et puis, pour revenir sur ta question qui est, qu'est-ce que tu recommandes à ces gens-là? Bon, il y a plein de choses et ça dépend forcément du contexte de la personne, mais un exercice que j'aime bien faire, c'est je décide, je fais. Et donc, l'exercice je décide, je fais, ça va te faire rire, mais en DPF, c'est gros, ça. hein, Le DPF, c'est ça, c'est décider ça, de faire. décider puis faire. Et en fait, c'est un exercice qui semble simple, parce qu'il semble simple, tu as tendance à dire, ah, en fait, ça sert à rien de le faire parce que ça va pas apporter beaucoup de résultats. C'est la technique des petits pas, d'une certaine manière, ok? C'est de se dire, bon, je vais faire un petit truc tous les jours. Mais ça va plus loin que ça. En gros, pour ceux qui sont toujours avec nous, je décide puis je fais, c'est la veille. Avant de déconnecter, je décide ce que je vais faire spécifiquement le jour suivant au démarrage de ma journée. OK? Et j'ai des gens en accompagnement qui me payent très bien. Je leur donne cet exercice. OK? Et ils rigolent. Ils me disent, ouais, ouais, facile. Tu vois. Et souvent, ils tombent dans les cas suivants. Trop grosse tâche. Donc, voilà. Tâche trop floue. OK? Ou alors les imprévus, les urgences. Et c'est Mm. révélateur, en fait. Ils me disent, bordel, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas fait ce que je voulais faire. Tu vois. Et l'idée, c'est de quitter le mode réactif et simplement rejoindre le mode proactif, c'est-à-dire capitaine. Le mode, OK, je m'engage à faire quelque chose. Et de là, on va travailler sur la régularité. On vise la régularité. Ce que je dis à mes clients qui n'arrivent pas du premier coup, j'en ai pas de problème. Réduis la taille de la tâche et tu peux très bien noter dans le point de collaboration qu'on a en commun, arroser la plante qui est sur mon bureau. Ça me va très bien. C'est spécifique et on vise pas l'intensité, mais on vise vraiment la régularité, tu vois. Je vais même un Et, petit peu ah, plus loin personnellement parce que je sais que je suis pas du matin. C'est très dur pour OK. moi de me mettre en route le matin. Donc, Mhm. du coup, le soir, j'ouvre mon ordi ou je me facilite, j'enlève de la friction, comme on appelle ça, sur la tâche que je dois faire pour éviter, tu vois, le temps de chauffe et d'éviter de Mhm. procrastiner un peu. Pardon de t'interrompre. Je voulais rebondir là-dessus. C'est un des, t'as 10 principes liés à l'organisologie. Je laisserai les auditeurs aller voir ton site pour les voir tous. Mais un des grands. 5. 5. Ah, ok. Ouais, je sais, j'ai un article qui est toujours en ligne, où j'en liste 10, mais il y en a vraiment 5 qui sont, on va dire, Alors, les principaux. je te laisse me les donner du coup. Ben, en fait, le premier principe, c'est l'addition par la soustraction. C'est-à-dire, on va d'abord commencer à supprimer. Donc, un exemple, on va prendre un exemple simple d'une personne qui veut être en bonne santé. Elle peut euh, s'inscrire dans un club de fitness, elle rajoute des choses à son agenda, elle enlève de l'argent pour pouvoir payer son abonnement, etc. Donc elle se retrouve avec un déficit de ressources, en tout cas moins de ressources, ou alors elle peut supprimer déjà ce qui l'empêche d'être en bonne santé, comme par exemple fumer, boire de l'alcool, des choses que j'ai fait aussi, hein. Donc j'ai supprimé la clope de ma vie, j'ai supprimé l'alcool de ma vie. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait petit à petit. Et donc, l'un comme l'autre sont difficiles parce qu'on parle d'habitude, mais quand on arrive à supprimer, on se retrouve avec un excellent ressource. Ensuite, c'est la simplicité avant la complexité. Euh, je crache pas sur la complexité. Il en faut pour qu'on puisse avoir ce genre d'échange. Il en faut pour avoir des fruits au supermarché, etc.
mais souvent la complexité vend mieux et on a tendance, quand on est sous l'eau, à vouloir rajouter des outils alors qu'on a, on devrait en supprimer et puis surtout simplifier notre quotidien. Ok. Problème d'email, bon, ok, très bien, ça arrive à plein de gens d'avoir un problème d'email. Concrètement, c'est quoi ta méthode pour traiter des emails? Puis est-ce qu'elle est simple? Mais ça nécessite de se poser, tu vois. Hmm. Juste, ok. Ensuite, on arrive sur un principe qui m'est cher, c'est le contexte avant la discipline. Et tu parlais de la discipline, tu vois. Et pour moi, la personne qui manque de discipline, c'est ce que je dis à mes clients, c'est toujours quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, plutôt que vous flageller avec des orties fraîches au fond du jardin, peu importe ce que, voilà, ou de se faire culpabiliser, demandez-vous comment utiliser cette frustration qui génère de l'énergie pour travailler sur ton environnement et faire en sorte que tu n'aies plus besoin ensuite de volonté pour agir sur mesure. Et c'est ce que faisait Ulysse. Tu sais, je parle souvent d'Ulysse avec le chant des sirènes. Le En chômage, fait, ouais. il voulait écouter le chant des sirènes, mais il ne pouvait pas se permettre de succomber à ce chant des sirènes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son équipage, en tant que bon capitaine, de l'attacher au mât du navire, tu vois. Et comme ça, il n'a pas eu besoin de sa volonté pour résister au chant des sirènes. Euh, et ça, en fait, les outils numériques ont remplacé le chant des sirènes aujourd'hui, clairement. Si tu travailles derrière des écrans, moi, j'ai mon ordinateur qui se verrouille à 18h10. J'ai habituellement, alors là, on est en call, donc je le désactive, mais à, à 55, j'ai mon ordinateur qui se verrouille pour que je puisse prendre une pause. J'ai pas de chaise dans mon bureau pour que je puisse travailler debout, etc. Tu vois. Donc, en fait, il y a plein de trucs comme ça. J'ai une bouteille d'eau sur mon bureau. Donc, vraiment, utiliser l'environnement. Tu vois, j'ai une kettlebell au pied du bureau, ce genre de choses. Ensuite, quatrième principe, c'est le long terme avant le court terme. Donc, dans les décisions, toujours privilégier les choix qui sont difficiles dans le présent pour un bénéfice lointain. Et puis ensuite, c'est la direction avant la vitesse. J'ai inversé les deux. D'abord, direction avant la vitesse, puis ensuite long terme avant court terme. Voilà. Ok, donc je retiens aussi la question de changer son environnement ou en tout cas d'adapter son environnement à ce qu'on a envie de faire. Là, tu as donné quelques exemples avec pas de Ouais. chaise pour pouvoir être debout, etc. Donc mettre de la friction pour ce qu'on veut Éviter. faire, donc Très bien. rendre la tâche difficile C'est ça. et enlever de la friction, se rendre les choses simples pour les habitudes vers lesquelles on a envie de pencher. Exact. C'est Ok, du design thinking. exactement. Ouais. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'était, tu parles de prise de décision rapide. Mhm. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Tu as, plein de matières sur le site. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment on prend une décision rapidement? Parce qu'on a l'épisode 17 de Capitaine au Ouais. Capitaine avec Guillaume Mathias, on prend 35 000 décisions par jour. D'ailleurs, Ouais. j'ai noté à chacune de tes interventions, tu es en t-shirt noir, tu fais partie des personnes qui s'habillent toujours pareil pour s'enlever ça de... Ouais, souvent, souvent, souvent. Ok, Souvent, après, ouais, exact, souvent. ok, donc Souvent, comment... après, j'ai quand même des t-shirts bleus et verts, mais dans l'ensemble, Oh le dingue, oh le dingue. c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Non, non, ouais, ouais, j'essaie de me simplifier la vie, tu vois, Euh, d'une manière générale, quoi. Par rapport à la décision, alors, c'est un vaste sujet. Un vaste sujet, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures et des heures. Euh, En gros, déjà, avant même de plonger sur la décision, identifier qu'on peut prendre une décision rapide et quand il faut prendre du temps pour réfléchir. Pas toutes les décisions ont le même poids en termes de conséquences. Tu as des décisions qui ont des conséquences réversibles et d'autres qui ont des conséquences irréversibles. Et tu as des décisions qui ont des conséquences qui sont importantes et d'autres qui ne sont pas importantes. Ok, je te donne un exemple. Conséquence qui est importante et irréversible, c'est par exemple me faire opérer. Ok. Ensuite, importante et réversible, c'est de m'enlever les sourcils, m'épiler les sourcils. Ok. Ensuite, on a quoi? On a pas important, mais irréversible, c'est de me faire tatouer une licorne sur la fesse droite. Tu vois. Puis ensuite, tu as pas important Oui, Julien. et irréversible. Hein? C'est un vrai projet, Julien? Tu Pas as- encore. Je réfléchis. Tu laisses la porte ouverte, ok. Je laisse la porte ouverte. Moi, jamais, voilà, j'aime bien avoir des options. Et dernier truc, c'est pas réversible et pas important, c'est par exemple me teindre les cheveux en blanc. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Ben, on arrive sur le schéma de valeur. Pour certaines personnes, se teindre les cheveux en blond, c'est très important.
Tu vois, probablement que si tu es un politicien, voilà. Donc on arrive sur un point important, c'est les valeurs. Et dans la prise de décision que j'ai eue dans mon école de capitaine, on a eu des exercices, tu sais, des dilemmes. Genre, tu as coulé de boue, vous avez les ressources pour sauver, pour aller une seule fois dans la maison avant que celle-ci soit ensevelie, parce que moi j'étais dans les troupes de sauvetage de l'armée suisse. Vous pouvez sauver un vieux, en gros, qui a probablement inventé le vaccin contre le VIH, ou une famille de quatre enfants. Qui vous prenez et pourquoi? Et donc c'était intéressant, tu vois. Et à la fin, et ça m'a marqué, l'instructeur, il nous a dit, parce qu'il y avait plein de blabla, des gens qui n'étaient pas d'accord, tout ça, il disait, au final, la bonne décision, c'est celle qui vous permet de vivre en vous regardant dans le miroir tous les jours, jusqu'à la fin de vos jours. OK? Et on arrive sur un point important, c'est pas parce que 40 millions de gens disent qu'il faut faire ça, qu'il faut forcément le faire, si au fond de toi, ça va te rendre mal jusqu'à la fin de tes jours. Voilà. L'intégrité. On arrive sur une valeur importante qui est le courage. Courage de prendre certaines décisions, etc. Et puis après, par rapport à la prise de décision, quand tu es dans le cas, c'est irréversible et important, toi, ce que ça te dit, c'est qu'il faut ralentir. OK? Il faut ralentir. Et donc, il faut aller chercher des avis différents, souvent. Donc, élargir tes perspectives et te poser la question, OK, qu'est-ce qui me ferait choisir l'option que j'aime le moins? Hmm. Voilà. Et comme ça, tu luttes un peu contre les biais qui sont en nous, les biais de confirmation. Ouais, il y a une intervention d'Olivier Sibony que j'avais beaucoup aimé. Qui, lui, il parle de processus. Donc, comme toi et comme beaucoup d'autres, on dit que une décision, c'est un processus. Et Ouais, lui, il faut un processus. C'est pas juste le fait d'y penser une fois comme ça. Il faut se préparer pour soi-même, par exemple pour les décisions importantes et non réversibles. ouais, Un processus de décision formel et automatique, c'est-à-dire que tu le fais systématiquement. c'est ça. Qu'il soit formalisé, c'est-à-dire mis par écrit, c'est pas j'y pense comme C'est ça ça. pendant une minute, mais j'ai quelque chose que je fais en Ouais. permanence, c'est le meilleur moyen pour éviter les biais cognitifs. Moi, j'ai une checklist. Je peux pas te la dire par cœur, mais pour les décisions irréversibles et importantes, j'ai une checklist Ok. que je suis chaque fois que je prends et je prends ma décision et je la revois 6 mois plus tard. Et j'aimerais encore dire un truc par rapport à ce que tu as dit, et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans la prise de décision, c'est que tu peux prendre la bonne décision et pas obtenir le bon résultat. Parce qu'en Mm. fait, il y a, entre le moment où tu prends la décision et le résultat, ben, en fait, il y a un gros truc qui s'appelle la vie et l'impermanence qui fait que même si tu prends la bonne décision, vu que tu contrôles pas tout, tu peux te retrouver avec le mauvais résultat. Et inversement, tu peux prendre la mauvaise décision et te retrouver avec un bon résultat et ça te fait penser que tu maîtrises le truc et ça augmente ta confiance dans en fait ton ignorance, tu vois. Donc c'est Ouais. pour ça que les pros, ils se concentrent sur le processus. Ouais, surtout que dans notre monde qui change, une décision, elle peut être rapidement obsolète parce qu'une décision, je pense notamment dans l'entreprise, mais pas que, tu prends une décision avec un contexte voilà, tel qu'il est à présent. Et il y a un élément qui peut changer. C'était Hmm. le grand responsable des feux de forêt complexes aux États-Unis qui disait ça, qui disait, moi, en fait, je peux pas dire que je prends véritablement des décisions. Je dis, tiens, en fonction du contexte, on va essayer ça. Parce qu'il Ouais, s'autorise finalement à remettre en question sa bien sûr. décision et je trouve que ça, c'est vrai que des fois, tu sais, chez les managers notamment, il y a une petite partie de nous égotique aussi qui Bien vient sûr. s'attacher à une décision qui pouvait être la bonne il y a 2 semaines, mais qui ne l'est plus parce que quelque chose a changé. Donc, voilà, ne C'est pas c'est- c'est- c'est le prendre biais de trop cohérence. On a envie d'être cohérent. Tu vois, c'est t'attends un bus, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, parce que t'attends encore plus, tu vois. biais d'engagement. Donc ouais, c'est ça, le biais de l'engagement, le biais de cohérence. Moi, j'avais un instructeur à l'armée qui me disait, c'est toujours la situation qui dicte ta décision, Guignard. Tu J'étais le là, fais bien. ok, C'est très, toujours la très bien situation compris. qui te définit. C'est ça, c'est le contexte en fait, tu vois. Et c'est ce que j'applique avec une cliente. Enfin, là, je te donne un exemple avec une cliente récemment. Je lui ai demandé de traiter ses emails le matin, tu vois. Tous les pros de la productivité te disent c'est pas bien, ça casse ta concentration, faut pas commencer par tes emails. Bah, elle, son contexte, le meilleur truc à faire, c'est le matin. Voilà. Et ça, je pense, c'est vraiment un truc très, très important. Un autre truc que j'ai entendu aussi dans ton discours, que j'aime bien, c'est qu'on oublie, c'est un autre bon réflexe, c'est qu'on oublie aussi trop souvent de se focaliser sur notre zone de génie ou alors si on est dans une salariée par exemple, ben, Ouais, sur notre mission. C'est-à-dire c'est quoi ma valeur ajoutée? À ouais, quoi,
qu'est-ce que j'ai envie de produire? Parce que un autre constat qu'on peut faire, c'est de dire, bah, en fait, je passe 80% de mon temps à aller chercher l'info pour Mhm. faire mon boulot, en fait, quoi. Mhm. Et de se refocaliser, de prendre un point sur le fait de dire, qu'est-ce que je veux produire? Parce qu'on est des êtres créatifs, même si c'est intellectuel. Qu'est-ce que je veux produire comme résultat, comme contenu, comme idée? Bah, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent aussi, quoi. C'est clair. Et ça t'aide aussi à mieux sélectionner l'information que tu veux consommer, tu vois. Tu dis, OK, ma zone de compétence, c'est ça, tu vois, mon cercle de compétences, c'est ça. Et en fait, la taille du cercle de compétences, c'est pas trop important. Par contre, il faut connaître ton cercle de compétences. Parce que ça te permet aussi de te dire, OK, là, je suis en dehors. Et donc, faut que je fasse gaffe, Hmm. tu vois. On a des outils aussi. Et Oui, pardon, vas-y, tu voulais continuer. euh, non, en gros, c'est ça, quoi, ce que je voulais dire, ouais. On a aussi plein d'outils. Maintenant, on peut automatiser des tâches. Ça me paraît être un autre bon réflexe aussi. Il y a des tâches qui ne sont pas des tâches à valeur ajoutée, mais qui nous encombrent l'esprit ou qui nous prennent du temps. C'est quoi, toi, les bons réflexes par rapport à l'automatisation? Est-ce que tu utilises, par exemple, des outils comme l'IA, comme bah, des automatisations au sens propre, des Ouais, envois ouais. automatiques, des choses comme ça? On parle des systèmes, là. Tu penses que c'est bien? Ou tu voulais me poser une question plus tard sur les systèmes? Bah, moi, en fait, j'abordais les bons réflexes. Là, on saurait qu'on a un Ouais. peu sur la méthode, les outils. Je pense que Euh, c'est un bon moment. ok, Je pense que c'est un bon moment. Je la sens bien. vas-y. Système Vas-y. d'organisation, donc on disait outils, méthodes et comportement. OK? Les gens, souvent, ils entendent le mot système, ils pensent truc du gouvernement, tableau de bord qui clignote dans tous les sens, le truc dégueulasse qui te donne des boutons, l'administratif, tu vois. Je dis toujours, vous utilisez plein de systèmes au quotidien. Tu as la brosse à dents, c'est un système, parce que la brosse à dents, c'est un outil. La méthode, c'est comment tes parents t'ont appris à te brosser les dents. Et ensuite, tu as ton comportement. Tu sais, tu te brosses les dents 2 ou 3 fois par jour. OK? Et en fait, un système, il est là dans ton quotidien pour t'aider à obtenir un résultat en réduisant la quantité de ressources que tu vas utiliser pour atteindre ce résultat. Tu vas pas tous les jours te dire est-ce que c'est la bonne brosse à dents, est-ce que c'est la bonne méthode de brossage, est-ce que je dois me brosser 7 fois par jour aujourd'hui. Maintenant, un point qui est très 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 important, c'est que c'est l'élément le moins performant dans ce système, ok, qui va fixer la performance globale du système. Donc en gros, tu peux avoir une brosse à dents en or, tu vois, genre le truc Le hors type là. massif, tu vois, genre 10 000 balles, parce que maintenant l'or il est assez haut. OK? Ensuite, tu as la méthode de brossage recommandée par le dentiste de George Clooney, tu vois. Mais si tu te brosses les dents 1 fois par mois, mais en fait, ton système il sera moins performant qu'un gars comme moi, qui a une brosse à dents à 5 euros, qui se brosse les dents en mode, voilà, tu vois, qui fait même pas 2 minutes, et puis qui se brosse les dents peut-être 3 fois par jour. Et je t'avais entendu prendre cet exemple. Tu disais aussi, et tu peux aussi super bien te brosser les dents à la bonne fréquence, etc. Et boire 7 litres de coca par jour. Et C'est là, ça ça. marche pas plus. Ça fait pas Exactement, exactement. Et en forcément. fait, si je donne cet exemple, c'est qu'après, tu peux le tirer un parallèle avec l'organisation, tu vois. Genre, tu as l'outil, ouais, j'ai Notion, c'est génial, le truc, peu importe l'outil. Evernote, c'était la mode à un moment, ensuite c'était Notion, moi j'adore Workflowy, mais bon, voilà. Ensuite, tu as la méthode, ok, méthode GTD, méthode Pomodoro, méthode Para, la méthode du cerveau numérique, peu importe la méthode. Mais après, derrière, c'est quoi tes comportements? Ou à l'inverse, tu as des comportements nickel, tu as des outils nickel, pas de notification, par contre, tu travailles au feeling. Et là, c'est aussi le bordel. Parce qu'en fait, c'est l'élément du système qui va fixer la performance globale du système. Et j'ai souvent des clients qui viennent en call, tu sais, pour mon accompagnement, qui disent, ah ouais, moi j'ai ça, j'aimerais bien rajouter cet outil. Je dis, t'as pas un problème d'outils, tu en as trop des outils. Enfin, c'est ça ton problème, c'est que tu en as trop. En fait, comment tu traites tes mails? C'est quoi les étapes? Quand tu ouvres, qu'est-ce qui se passe? Euh, Et en fait, je vois tout de suite que c'est un problème de méthode. Tu vois? Ou alors un problème de comportement parce que la personne, elle va checker ses emails toutes les heures et directement répondre, etc., etc. Donc, tu vois, déjà là, et en fait, c'est pour ça que je parle souvent de système d'organisation, euh, parce que ça permet de revoir ta problématique d'une manière différente. Et des systèmes, on en a plein, plein, plein au quotidien. Tu vois, ton lit, c'est un système. Tu as ton outil, c'est le lit. Ta méthode, c'est qu'est-ce que tu fais pour bien dormir? Genre, pas d'écran, pas trop boire, enfin, tu vois, tu as plein de trucs. OK? Et puis ensuite, c'est ton comportement. C'est-à-dire, est-ce que tu appliques la méthode? Tu vois. Et maintenant, on arrive sur l'automatisation, parce que pour moi, l'automatisation, ça vient après le comportement. Quand tu as pu tester suffisamment longtemps quelque chose,
à ce moment-là, tu dis, OK, c'est intéressant d'automatiser. Et souvent, ce que je vois, c'est des gens qui vont chercher de tout automatiser avant d'avoir un système qui fonctionne bien à la mano. Donc moi, souvent, tu vois, la LinkedIn, je fais à la mano. Je me fais coacher à la mano. Je pense mes trucs parce que peut-être qu'un jour, je vais déléguer, mais j'ai envie de comprendre ce qui se passe, tu vois. Et voilà. Donc l'automatisation, c'est bien. Mais attention, tu peux aussi automatiser des erreurs ou automatiser des trucs qui sont inutiles. Voilà. Ok. Il y a, je me pose souvent la question, je ne sais pas si tu as des exemples à nous donner ou pas, mais en préparant, je me dis, parfois je regarde la télé ou des documentaires, etc. Et j'imagine un président de la République, une dirigeante du CAC 40, tu vois, les gens qui sont dans des hautes sphères de responsabilité, qui doivent gérer énormément d'informations Enfin, pour moi, c'est un peu la Ligue des champions, tu vois, de l'organisation. Ouais. Est-ce que tu as des indices sur comment ces gens-là fonctionnent? Bien sûr, ils ont des ressources, ils ont des équipes, mais quand même, Ouais. c'est... c'est- Alors, si tu veux, en toute honnêteté, j'ai pas coaché des présidents encore, ok? Euh, Ni Elon Musk, ok? Mais je pense que c'est des gens qui sont pas forcément bien organisés. Par contre, je pense qu'ils ont des ressources pour compenser. Et puis après, si tu veux, ils n'ont pas l'air très heureux. Donc il y a aussi cette notion de, je pense, qu'ils bossent beaucoup. Ou alors, ils sont nuls. C'est aussi une possibilité. Et moi, j'ai coaché des gens qui étaient à des hauts niveaux d'organisation. Souvent, c'est des profils en mode micromanagement, de longues heures, beaucoup de réunions. Euh, et forcément, il y a un biais parce que c'est des gens qui viennent vers moi et que je peux coacher. Donc, forcément, tu en as des qui sont bons aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que je suis la bonne personne pour répondre à cette question? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a tout à ces niveaux-là. Je pense qu'il y a tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont très bien organisés et des gens qui sont chaotiques. Après, la question à se poser, c'est que les gens qui sont chaotiques, en fait, ils pourraient être bien plus performants avec un bon système. Hmm. C'est ça. Au final, c'est ça. Ils pourraient probablement faire ce qu'ils font en 2 fois moins de temps, quoi. Ok. Ça, je le vois, hein. Ah ouais? Ouais, clairement. Si tu sais ce que tu fais, où tu vas, si tu fais bien un choix dans tes priorités, tu peux vraiment réduire ton temps. Tu peux vraiment, vraiment des trucs de malade. Tu vois, j'ai eu un gars, il a commencé mon accompagnement, il avait 43 meetings en une semaine. Il bossait 16 heures par jour, le manager. Tu vois, il avait 43 meetings. Et fin de l'accompagnement, 3 mois plus tard, il en avait 15 ou 14. Donc l'échantillon est faible parce que c'est que 2 semaines, début et fin, mais ça donne une tendance quand même. Comment il a fait pour réduire ça? Bon, en fait, il a challengé chaque réunion. Donc, c'est-à-dire, petit réflexe, avant de dire oui à une réunion, tu te challenges. Et souvent, il pourrait remplacer ça par un call ou par un échange d'emails. Et ça lui a permis d'avoir plus de temps focus le matin. Et puis voilà. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps dans les entreprises. C'est, bah non, je peux pas dire non. Tu vois, mon boss, il m'a demandé une réunion, mon collègue, il m'a demandé une réunion. Le dire non, c'est difficile, surtout dans Le les dire non, organisations. c'est très, très difficile. Ouais, ouais. En fait, ce que je dis souvent aux gens qui ont peur de dire non, c'est de réduire la dépendance à ton job. Donc, développer tes compétences, développer ton réseau, faire en sorte que tu te fasses contacter plus souvent par des chasseurs de tête. Parce qu'en fait, si tu dis non, c'est que tu as peur de perdre ton job souvent, de Mm. perdre le revenu, etc. Et en fait, c'est des choses que les gens, ils aiment pas entendre, mais pour moi, c'est le meilleur moyen de vraiment, tu sais, quand tu dis non, en fait, tu n'as pas peur des conséquences, en fait. Ouais, c'est Et ça. les gens, ils sentent. Les gens, ils le sentent, tu vois. Moi, vers mes officiers, tu vois, pareil. J'allais chez le gars qui disait souvent oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est facile. T'as pas besoin de forcément négocier. Tu vois, puis après, bah, j'ai commencé à voir qu'il était un peu sous l'eau, donc j'ai commencé à aller vers les personnes qui te challenge un peu plus. Et on a cette tendance biologique d'aller là où c'est assez facile, tu vois. Donc voilà. Mm. Ok. On pourrait continuer là-dessus. J'essaie de structurer le temps. Dans les outils, on va peut-être pas s'éterniser parce que on pourrait s'y perdre tellement il y en a. Tu as déjà cité Pomodoro, donc, qui est une méthode, Méthode, ouais. voilà, où on cadre le temps. Tu as cité Workflowy, Notion. Donc ça, ce sont des outils de productivité qui te permettent de centraliser l'information. C'est ça. Obsidian qui est là pour vider le cerveau Faire et des connexions, ouais. Ok, tu as cité la méthode de DPF aussi.
Le principe de deep working aussi que j'aime bien, c'est-à-dire de se faire des temps d'une heure ou une heure et demie, 2 heures maxi sur de la production sans distraction. Ça, j'aime bien aussi. Ouais, ouais, Tu as cité, alors tu as cité sans le citer l'outil Cold Turkey, qui verrouille un peu, qui t'oblige, hein, c'est Ulysse qui s'attache au mât. ouais, Voilà. Et j'avais aussi entendu la méthode d'Ivy Lee de la to-do list fermée. ouais. C'était les trucs que tu veux absolument faire dans une journée et puis peut-être trois ou quatre autres trucs que tu peux faire en plus, c'est ça, hein? Ouais, en gros, non, c'est en gros, pour faire simple, c'est début de ta journée. En fait, c'est dans la continuité de je décide, je fais. J'ai décidé puis faire. Une fois que t'es régulier avec cet exercice, 2, 3 semaines, puis t'es là, ok, ouais. Je commence à prendre le rythme le soir, avant de déconnecter, hop, j'écris ma tâche spécifique, je la fais le lendemain, tac. Peu importe après ce que tu fais le reste de ta journée, tu vois, c'est souvent ce que je dis à mes clients, c'est, reste de la journée, tu fais comme ce que tu es en train de faire maintenant. Ça réduit la tension, tu vois. Mm. Tac, hop. Puis petit à petit, en fait, tu augmentes l'intensité et en fait, tu arrives dans ce que j'appelle la to-do list fermée, c'est-à-dire, tu prends trois tâches, tu fais un trait en bas de tes trois tâches, pareil, spécifique, défini la veille, hop, boum. Et puis ensuite, tout ce qui vient après, les urgences, tu les notes en dessous de ce trait. Et tant que tu n'as pas fait les trois premières tâches, tu gères pas ce qui est en dessous. Mm. Évidemment, tu vas avoir de temps en temps des vraies urgences, mais challenge-les. Demande-toi, OK, est-ce que ça peut pas attendre 1 heure? Come on. La plupart du temps, c'est juste, tu as envie de te sentir utile, tu as envie de te sentir bien vu, tu vois, tu as d'autres forces en jeu. Mais souvent, ça peut attendre 1 heure. La question que je me pose le matin ou la veille, c'est qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir passer du temps de qualité avec ma femme et ma fille ce soir, tu vois. Si c'est Ouais, ça c'est ma cool. priorité, C'est euh, cool. parce que des fois on dit ouais, qu'est-ce qui ferait que je serais satisfait de ma journée? Moi, je suis jamais satisfait parce que Tu as toujours envie de faire plus. ah ouais, bien sûr, tu te dis Ouais, ah, ouais, ouais, bah ah, ouais. c'est cool, j'ai fait ça, mais je suis donc voilà, puisque c'est ma priorité de vie, Ouais, bah, ouais, ouais, d'organiser ça autour de ça en disant ouais, ok, j'aurais pas un poids, tu vois, en me disant ouais, ouais, ouais. ça m'aide aussi. Dernier outil que j'ai relevé, le Moscou, Ouais, Moscou, ouais. pas très populaire En ce moment, mais en tout cas j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est une priorisation, donc c'est MO pour must have. Non, attends. non, juste M, Oui, juste le M, je sais voilà. pas pourquoi j'ai noté le haut. Ouais, Juste le M. ouais, Must have, ouais, c'est-à-dire l'indispensable. Tu prends l'exemple du vélo, bah, il faut au minimum un cadre, des roues, des pédales. ouais, Euh, S pour should have, donc bah, ce serait quand même pas mal. C'est pas indispensable, mais ça fait partie quand même du kit de base, quoi. Des ouais. freins, une lampe, une béquille, voilà, ça Les améliore vitesses, les vitesses. Voilà. Could have, alors là, c'est le c'est le de petit l'agrément. plus, le Ouais, porte-bagages, la béquille. le cadenas, les sacoches, la déco, Ouais, etc. Et les won't have, c'est-à-dire qu'est-ce que ça n'est pas ou qu'est-ce que c'est pas la ouais, peine. Ou en tout cas, ça devient, ouais, ça devient autre chose, ça devient un ouais. autre produit. Et tu prenais l'exemple des batteries électriques, tu dis, bon, bah ça va me demander beaucoup de temps de développement, mais ça devient autre chose. Déjà, je vais commencer à faire un vélo. J'aime bien ça parce que c'est vrai que dans le niveau de priorisation, des fois, tu vois, tu fais ta to-do list, tu dis, alors, qu'est-ce que c'est ma priorité numéro un? Et là, il y a voilà, Ouais, enfin, ouais, des choses pas très objectives. Et donc, tu dis, bah, tout est important, en fait. c'est Et ça, bien, cette classification, moi, ça me parle pour avoir, en anglais, on dit le minimum viable product. c'est C'est, ça, c'est ça. je sais pas Moi, comment je on la dit. trouve très, très utile parce qu'en fait, elle te permet, parce que il faut comprendre, il y a la priorisation de tes projets et ensuite, il y a la priorisation dans tes projets. OK? Et souvent, c'est quoi le problème? C'est que tu te lances dans un projet, si tu n'as pas fait cette priorisation initiale, tu n'as pas délimité ton périmètre de projet. Donc là, tu as tous les gestionnaires de projet, chefs de projet qui comprennent de quoi je parle. Mais en gros, tu as une qualité à attendre, un coût, enfin des ressources à ta disposition, puis une échéance. OK? Et si tu n'as pas ce périmètre, en fait, tu es vraiment à la merci de ton enthousiasme du moment. Tu vois une belle idée, parce que quand tu te lances, tu as ton plan, à peu de choses près, hein. Un plan, c'est des tâches à faire, voilà, pour faire le must. Voilà, minimum viable product. Tu te lances, ah ouais, putain, il y a ça, il y a ce truc, machin, tac, c'est génial. Et tu commences à rajouter, tu vois. Et là, en fait, c'est là que ça devient vicieux parce que tu veux bien faire, forcément, tu veux bien faire, tu vois. Mais tu es aussi pris par ton enthousiasme. Et donc, en fait, si tu fais ça dans chaque projet, tout d'un coup, ben,
il y a tout qui part un peu en sucette, en vrille, tu vois. Tu n'as plus le truc sous contrôle. Et donc après, moi, j'ai rien contre rajouter des choses. Il faut juste être conscient du fait que, OK, je rajoute ça, qu'est-ce qui passe à la trappe? Chaque fois que je dis oui à quelque chose, je dis non à quelque chose d'autre. Est-ce que c'est une série Netflix avec mon gamin ou ma fille ou peu importe? Est-ce que c'est un moment avec ma femme? Est-ce que c'est un moment de lecture? Est-ce que c'est une illustration en moins? Peu importe. Juste en être conscient, tu vois. Et ça, j'ai bossé avec des CEO qui étaient très visionnaires, enthousiastes, qui voulaient pas entendre parler de ça, tu vois. Qui étaient là, oh, let's go, c'est parti. Et en fait, souvent, tu as une dynamique qui se met en place, c'est on commence tout en mode très très motivé, on y va au taquet et 3 mois plus tard, il n'y a rien en fait. On en est où? Projet mort-vivant. T'as Kevin au fond du bureau qui bosse encore 2 heures dessus juste pour dire que par semaine, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais au final, t'as rien qui bosse, tu vois. Donc, enfin, il n'y a rien qui avance. Et au bout d'un moment, tu sais même plus ce qu'il faut faire pour terminer le projet, quoi. Donc ouais, c'est une très bonne méthode pour prioriser, et ça c'est pour ceux qui sont toujours avec nous et qui nous écoutent, pour prioriser dans le projet. Voilà, Ok. en gros c'est ça. Bon, on a déjà fait Ah un bon ouais, tour. ouais. Vas-y, Et vas-y, un vas-y. truc, que je trouve intéressant, c'est aussi, tu sais, quand tu dis, OK, je vais faire ça dans cet ordre, à peu de choses près, tu vois. Après, là aussi, c'est une petite parenthèse que je fais, mais si vous commencez un projet que vous n'avez jamais fait, cherchez quelqu'un qui a fait ce projet, quoi. Associez-vous. Sur Internet, il y a tellement d'informations. Mais en gros, si tu n'as jamais fait de vélo, va voir un gars qui a fait un vélo. Parce que probablement que ton estimation, elle est complètement. Et ça, j'en parle dans mon article, tu vois. C'est genre, OK, c'est bien, mais va là où tu as une personne qui a fait, et ça plusieurs fois, si possible. Plusieurs fois, pas juste une fois. Parce que si tu as demandé conseil à une personne qui a fait un truc une fois, mais en fait, elle a peut-être eu un coup de bol. Et on en revient sur cette notion de décision, processus, décisionnel, résultat. Cette personne, elle a pris peut-être les mauvaises décisions, mais elle a eu le bon résultat parce qu'elle a eu de la chance, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire quand tu t'adresses à une personne pour de l'aide? C'est t'assurer que la personne, elle a fait plusieurs fois, dans un contexte à peu près similaire, ce que tu t'apprêtes à faire. Tu vois. Et voilà. Et donc, en fait, une fois que tu as ta liste approximative de choses à faire dans un certain ordre, ben, en fait, il faut faire les choses à un certain moment. Il n'y a pas de Moi, je n'utilise pas la matrice d'Eisenhower parce que justement, on a tendance à trop être focus sur Le genre est l'urgence. important, hein, la matrice L'urgent est d'Eisenhower. important. Et finalement, tu restes dans cette boucle. Tu vois. Et donc, dans un projet, tout doit être fait à un certain moment pour pas que ça devienne urgent. Voilà. Hmm. Ok. Très intéressant. Bon, moi, je retiens déjà une certaine, ouais, enfin, pas difficulté, mais en tout cas, une certaine importance à avoir notre propre système personnel, mais aussi, Ouais. surtout quand on est dans l'entreprise, on a, bah voilà, on doit coopérer avec d'autres. Ouais. On a déjà dit savoir dire non, c'est une bonne pratique. J'ai l'impression, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce que j'entends très souvent, c'est que et peut-être que des auditeurs, c'est ce qu'ils pensent en ce moment, de dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas le temps. Tu as un dessin sur ton site qui est le gars qui pousse une brouette avec la roue, c'est un carré, tu vois, et l'autre, il vient lui apporter une roue pour le coup, et l'autre, il dit, non, mais j'ai pas le temps. T'es Et en fait, occupé. je suis occupé, voilà. J'ai l'impression que c'est ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Les gens, ils disent, mais j'ai pas le temps de mettre en place une organisation parce que j'ai trop d'urgence. C'est fou, quand on marche sur la tête, on en est à un point. Et il y a un autre truc que je suis. Peut-être c'est du jugement de ma part, j'en sais rien, mais qui m'agace, c'est que j'ai pas de statistiques données là-dessus, mais il y a peut-être 10% des gens que je croise qui préparent leur semaine. C'est-à-dire qu'ils se mettent même une demi-heure tout seul, tu vois, pour dire qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine. J'ai Et ça, l'impression. ça t'agace ou c'est les 90% qui ne le font pas qui Non, t'agacent? non, 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 oui. Non, non, c'est que un peu comme toi, je me dis, ben ouais, mais revenons au bon sens aussi, tu vois. Si on ne s'autorise pas ou qu'on se discipline pas un minimum pour avoir cette intention, ben c'est normal qu'on se fasse balloter, quoi. Ouais, c'est Et clair. ça me paraît être le premier bon repère pour faire tout. Et en plus, je trouve qu'en 30 minutes, allez, tu fais vraiment, si tu n'as pas de téléphone, pas d'email, de trucs, tu fais énormément de choses déjà, quoi. Bien sûr. Voilà, premier bon conseil. Enfin, ça, c'est mon coup de gueule personnel, pardon. Je le place, Non, mais mais c'est bien ce que tu dis. quoi. C'est bien ce que tu dis et c'est marrant parce que j'ai écouté ton précédent podcast, tu m'avais envoyé, je sais plus l'auteur, mais il cite Hartmut Rosa, qui est un bon sociologue allemand et qui parle de l'aliénation et l'accélération de notre époque. Avec Mathieu Et tu Darmanin. sais, ouais, et tu sais, c'est intéressant parce que moi, ça m'intéresse beaucoup parce que
je me suis pas mal intéressé au système, à la systémique. Et un système, en général, il joue son propre jeu et les acteurs du système sont comme dans une machine à laver. C'est très difficile d'éteindre la machine à laver ou changer le programme quand tu es dans la machine à laver. Ok. Et Hartmut Rosa, il explique bien l'influence de la technologie qui accélère. Donc, tu as déjà ça. Donc, tu as vraiment une accélération qui se met en place à une époque, et j'en parle dans mon livre sur l'infobésité. Tu vois, pour te contacter, il y a 50 ans, il fallait que tu sois au bureau et tu décroches le téléphone, ou alors qu'on t'envoie un courrier, tu vois, ou qu'on vienne sonner à ta porte. Maintenant, en fait, c'est instantané, tu vois. Et donc, si tu n'as pas un bon système en place, tu peux plus vraiment contrebalancer un système un peu bancal avec tes propres comportements. Tu vois. Et donc, Mhm. sans surprise, les gens, ils ont beaucoup, beaucoup d'emails. Donc, tu as vraiment ce phénomène qui se met en place, qui est vicieux. Et l'enjeu, c'est de savoir par où commencer, en fait. Comment tu fais pour changer ça? Et ça, c'est très, très perso. C'est pour ça aussi que je propose cet accompagnement, parce que c'est très, très perso. Et un deuxième truc que je trouve intéressant, c'est qu'en tant que travailleur du savoir, donc tout ce que tu fais derrière un ordinateur à distance, en gros, tous ces postes, comme toi et moi, qu'on peut faire à distance, en fait, contrairement à un maçon qui, à la fin de sa journée, a vu ce qu'il a fait, ou un charpentier, ou un paysagiste, peu importe, il a vu ce qu'il a fait, en fait, tu as un peu cette tendance, une fois que ton ordinateur il a éteint, ben, qu'il n'y a pas grand-chose, tu vois, que ça ne change pas grand-chose. Et donc, tu vas compenser cette absence de résultat, et ça c'est une hypothèse, hein, c'est une théorie, voilà, qui sort de ma tête, évidemment. Enfin, évidemment, probablement que d'autres l'ont eu, voilà. Mais c'est une théorie. Pour compenser cette absence de résultat concret en fin de journée, eh ben, tu vas t'agiter. Et moi, je le vois, tu as des gens, ils sont accros à l'agitation. Mais quand je dis accro, c'est que pour eux, c'est très, très, très difficile de se lever, de ne pas checker le smartphone, de faire ta petite douche, te préparer, d'ouvrir ton ordinateur, de ne pas checker LinkedIn, de ne pas checker tes mails, de te poser face à ton ordinateur et de commencer à travailler. Il leur manque tu sais, ce petit truc, quoi. Donc, il y a aussi cet aspect-là, en fait, qui est important à considérer, tu vois. Mhm. Et qui alimente aussi cet aspect de réunionnite. La réunionnite, beaucoup de gens s'en plaignent, mais beaucoup de gens ne font rien pour plein de raisons qui sont complexes. Le nom, ok, je suis dépendant de mon job, voilà, j'ai un style de vie si je perds mon job, ça devient compliqué, déjà ça, ok. Donc tu as ça, et puis ensuite tu as cette envie d'aller voir les gens, discuter avec les gens, voir ce qui se passe, tu vois, être au courant des choses. Et ça fait partie à mon avis, une compensation du manque de résultats. Mhm. Et je vois de plus en plus de gens qui parlent de travail, via Slack, via les emails, via les réunions, et de moins en moins de gens qui font du travail productif. Tu parlais de deep work. Et à mon avis, une grosse cause du burn-out, elle est là. C'est qu'en fait, les gens, ils créent plus, en fait, la valeur. Tu vois? Voilà. D'accord. Donc, je suis manager, j'arrive dans une équipe, je vois que voilà, je veux réorganiser tout ça. Par quoi je commence? Comment je réunis l'équipe? Je mets des règles en place? Qu'est-ce que tu préconises? Parce que tu dis que Ouais. la difficulté, c'est par où commencer? Est-ce qu'il Ouais. faut quelqu'un d'extérieur qui fasse un mini-audit de notre mode de fonctionnement? Non, en fait, pour moi, tu commences par toi. Einstein le disait, il fallait le citer, Einstein. Ah bah Il toujours, toujours. fallait le citer. Mais Ouais. Einstein C'est pas un bon disait, podcast s'il n'y a pas le, une le- citation d'Einstein. la, mais, euh, l'exemple personnel n'est pas le meilleur moyen d'influencer les autres, c'est le seul. Voilà. Comment tu veux être cohérent avec tes équipes si tu es un chaos sur pattes? Quelle crédibilité tu peux avoir? Hmm. Si tu réponds à des emails à 22 heures, si tu es en retard sur des échéances, si tu n'as pas le temps de coacher ton équipe, si tu n'arrives pas à préparer en réunion, est-ce que tu as envie de suivre un gars comme ça? Hmm. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de suivre un mec, purée, c'est un pro, quoi. Une femme. Ouais, un mec ou une femme, c'est un pro, tu vois? Ah ouais, non mais je. Et si tu veux, c'est un petit point de douleur que j'ai aussi avec certains entrepreneurs. Des fois, ils viennent, je dis, ouais, tu demandes ça à tes équipes, mais est-ce que tu le fais? Et comment tu te sentirais à la place de tes équipes, tu vois? Ah ouais, non, mais moi, je suis le visionnaire. Ok, engage un CEO qui est cadré. Et toi, tu travailles sur les idées à la Steve Jobs, tu vois? Hmm. Parce que souvent, tu as un peu ce duo visionnaire. Il en faut. Il faut des gens qui ont des idées, tu sais, qui partent un peu dans tous les sens. Et il faut le mec souvent qui... Et souvent, tu as derrière des rockstars, en guillemets, de l'entrepreneuriat, tu as souvent le manager un peu carré, tu vois.
Ensuite, donc, je commencerai par mes propres systèmes. Tu vois, travailler sur moi, être. Voilà. Ensuite, je ferai très attention sur ce que je veux implémenter dans mes équipes. La question que je dis toujours, parce que je donne des idées aux gens que j'aide, et ils sont là, ah ouais, c'est génial, je vais y aller. Je dis, attends, attends, attends. Est-ce que tu es en mesure de faire respecter cette nouvelle règle? Moi, il y a plein de fois, et là, si j'ai des soldats qui m'écoutent, ils vont rigoler, où j'avais des idées de choses à implémenter dans ma compagnie, mais je ne le faisais pas parce que je n'avais pas les ressources, soit personnelles, soit énergiques, soit temporelles, pour les faire respecter en l'état. On Donc, a j'allais beaucoup de pas. lois, on a beaucoup de Ouais. lois, on a beaucoup de lois en France comme ça qu'on n'arrive pas à faire respecter parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc, si tu vas le faire une ou deux fois, et puis après, qu'est-ce qu'ils vont penser tes collaborateurs de toi? En fait, ils disent des trucs, mais ils les suivent pas, tu vois. Ils décident des trucs, mais ils les contrôlent pas, ou il n'y a pas de conséquences, en fait, si c'est pas respecté. Et donc, je commencerai avec cette base-là, tu vois. Et puis ensuite, le Ça marche, management, c'est quoi? Ouais, de, vas-y. ça marche aussi dans l'éducation. Ouais, clairement. Non, mais c'est C'est que j'y ai vrai. pensé. Synchronicité, je me suis dit, est-ce que je le dis? Non, mais c'est vrai. Vas-y, Grave. je t'écoute. Non, mais ouais, mais grave, parce que je le vois, si tu... Moi, je réfléchis beaucoup avant de... Là, ça y est, ma fille, elle a 3 ans, tu vois, donc ça commence. Ouais, Là, non, on est en plein dedans, il faut... on teste le cadre, tu vois. Donc, donner le pourquoi à la règle ou au cadre que tu donnes, toujours important, même à c'est 3 clair. ans, et après te tenir au nom et faire en sorte de ouais, de respecter ce nom, parce que sinon, il faut pas des noms sur tout, tu vois. Si tu mets des noms sur tout, je pense que bah, ça n'a Voilà, pas. ça Donc fait comme mettre des ça. règles entourées en travers, que ce soit dans l'éducation ou dans le management, je pense que c'est pas. Voilà, La règle, elle doit venir s'imposer quand le bon sens ne veut pas être là ou quand voilà, c'est pas toujours souhaitable. Par contre, il y a des choses quand voilà, elle met en danger son intégrité physique ou etc. Ouais, c'est clair. Non, il explique, mais il faut s'y tenir. Et qu'est-ce que tu prévois si c'est pas respecté, quoi? Parce que Bah, effectivement, c'est sinon, ça. ça tombe en déliquescence et ouais. C'est ça. Ok, donc Et moi, je disais aussi ça à mes officiers. Je disais, quand vous ne les menacez pas si vous n'êtes pas en mesure de tenir votre menace, quoi. Tu ne pas vois, agiter genre, le bâton qu'on n'est pas sûr de pouvoir. c'est ça. Donc, en fait, tu as meilleur temps de faire beaucoup moins et de faire confiance un peu à l'auto-organisation du système qui va. En fait, quand tu t'intéresses au système, tu vois qu'il y a une propre dynamique. Et oui, un individu, un PDG, un CEO qui sait ce qu'il fait peut vraiment influencer. Mais le système est aussi très très important et il y a une auto-organisation qui fait que le système, avec ou sans, il y a des choses qui vont se passer, tu vois. Donc ça te permet en fait de temporiser un petit peu. Et ensuite, le travail du management, c'est quoi? C'est savoir où tu vas, savoir où on est et corriger le tir. En gros, c'est ça. C'est, OK, c'est quoi notre objectif? En gros, c'est ça. Voilà, c'est quoi notre objectif? On en est où par rapport à notre objectif? Est-ce qu'on est en train de gagner? Est-ce qu'on est en train de perdre? Et ensuite, avoir le courage de corriger le tir. C'est ça, en fait. Et quand je parle au manager, je leur dis, c'est quoi ton objectif du moment avec ton équipe? OK? Tu sais où tu en es? Tu es en train de gagner ou perdre par rapport aux prévisions? Tu vois? Donc, euh, donc voilà. Et puis après, tu peux rajouter des techniques par-dessus, des Je crois tactiques, beaucoup etc. aussi à la responsabilisation, c'est-à-dire, tu vois, ce qu'on appelle aussi communément le management participatif pour aider Mhm, mhm. Bien faire en sûr, sorte que les membres de l'équipe décident par eux-mêmes. bien sûr. Je trouve que il y Ah, a c'est très, très bien. minimum, ça doit venir de. Tu vois, quand tu poses la question, même en formation, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir tirer le meilleur de cette formation? Ouais, Voilà, ouais, qu'est-ce qu'on met en place? Les gens, ils te disent d'eux-mêmes, bien bah, sûr. on n'utilise pas le téléphone, on prend des pauses régulières, ils évoquent à la fois des besoins, mais ils se donnent aussi leurs propres contraintes parce que quand tu les laisses choisir, bah, souvent, voilà, et c'est d'autant plus respecté parce que ça vient de Bien l'équipe. sûr, bien sûr. Ouais, Et ouais. les outils aussi, je trouve, surtout dans les boîtes, tu vois, dans l'informatique, etc., il y a plein de canaux de communication. Je trouve que avoir une discussion et se mettre d'accord sur bah, qu'est-ce qu'on utilise, quoi et quand, Mm. et à quel objet, c'est un truc que j'avais entendu dans une des interviews, mais quand est-ce qu'on s'appelle téléphoniquement, parce que ça, on le fait de moins en moins. Des fois, Ouais, un échange verbal, il va prendre beaucoup moins de temps et il suscite beaucoup moins d'incompréhension que 5 échanges de mails en c'est ça, aller-retour. c'est ça. Quand est-ce qu'on, peut-être une typologie, tu vois, dans les sujets, qu'est-ce qu'on appelle une urgence, une vraie urgence, d'avoir ce type de discussion et de s'aligner.
Et j'avais une question à te poser là-dessus, justement. Ce serait quoi pour toi la taille d'équipe idéale pour bien fonctionner? Parce que maintenant, on voit un petit peu de tout. Et puis, j'ai un corollaire dans la question pendant que j'y Ouais, suis. C'est qu'est-ce qui est spécifique aussi au remote, au travail à distance? Parce que des fois, il y a des équipes qui sont pas forcément rencontrées ou qui n'ont pas le luxe de le faire, tu vois, parce qu'ils ouais, sont vraiment très qui travaillent avec des degrés enfin des liens complètement différents, un peu distendus. C'est plus ouais, vraiment une vraie équipe. Ils sont 24 et dans des time zones différentes et ouais. ils se parlent par visio, tu vois. Donc, c'est quoi j'attends pas un chiffre ni une formule magique, mais les repères ou les conseils que tu donnes par rapport à ce type de contexte. Alors, je vais répondre à ta première question, qui est la taille idéale d'une équipe. En fait, plus les gens que tu gères ont un travail créatif avec des spécificités uniques, par exemple, si tu gères des chefs de projet dans la construction, tu vas peut-être avoir une équipe de deux, trois personnes, tu vois, et tu vas pouvoir faire encore un petit peu d'opérationnel. Parce qu'en fait, ils vont remonter, ils vont revenir avec des problématiques souvent différentes les unes des autres. Alors oui, tu auras des schémas récurrents. Donc ton éventail de subordination, il sera assez étroit. OK? Si tu travailles chez Rolex sur une chaîne de montage, tu peux monter à 40, 50 personnes. OK? Parce qu'en fait, ils sont sur une chaîne de montage, c'est assez connu, ça roule, quoi. Donc, règle du pouce, plus ton environnement est instable, plus ton éventail de subordination est étroit, plus il est stable, plus il est large. En gros, voilà. On parle souvent entre 7 et 10 pour bien faire ton job, faire les évaluations, etc. Donc voilà, à l'armée, moi j'avais une dizaine d'officiers, euh, plus sergent-major et fourrier, un sergent-major et un fourrier. Les officiers, ils avaient 4-5 chefs d'équipe. Et les chefs d'équipe, ils avaient entre 5 et 7 soldats. OK? Maintenant, par rapport à la question sur euh, le travail remote. Bon, le travail remote, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, ça te pousse à faire ce que tu fais pas quand les gens sont sur place, c'est-à-dire vérifier s'ils sont productifs en regardant s'ils bougent leur souris quand tu passes dans le cadre de la porte, tu vois. Tu vois. Donc en fait, ça te pousse le travail remote, ça te pousse dans tes limites. C'est-à-dire comment je fais pour évaluer le travail d'un travailleur du savoir? Comment je fais pour évaluer la qualité du travail d'un travailleur du savoir? Et c'est pas facile. Parce qu'en fait, c'est quoi un bon livre? C'est pas facile. Tu vois. Et donc, en fait, le travail remote, ça nous pousse à nous poser ces questions. C'est-à-dire, Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut expliciter des critères justement en disant par rapport à ta mission, par rapport à ce qu'on attend de toi dans l'absolu, au-delà de ta fiche de poste qui dit tu dois faire ci, 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 c'est ça, on sera content à la fin si, tu vois, c'est-à-dire, à expliciter des critères, peut-être qu'au-delà de ton job description, de ton intitulé de poste ou voilà, de ce qui a marqué sur le papier, quoi, sur le contrat, ouais, d'avoir cette discussion en début d'année en disant, voilà, à partir du moment où euh, on se dit à la fin, on peut se mettre d'accord à la fin de manière observable, contrôlable, que ça et ça, c'est atteint, ça va quoi. Enfin, je m'exprime peut-être mal, c'est pas du management par objectif, tu vois, mais c'est d'expliciter les critères, de dire ça va être quoi notre bon livre qu'on va écrire ensemble, tu vois. Notre livre, il ouais, sera bon si quoi. ouais. Et Bah, pas dire il faut que tu écrives tant de pages, il faut que tu machin, mais qu'est-ce qu'on a envie de se dire à ouais, la fin quand on finit de lire le livre, quoi. ouais. Je pense que c'est toujours des bonnes discussions à avoir, honnêtement. Ce genre de discussion, c'est pas évident. Moi, je te donne un exemple avec mon assistante, ok? Je l'ai vu une fois. Les critères, c'est ma boîte email est vide en fin de journée. Et puis les commentaires sur ma communauté sont répondus, quoi. Je te paye 2 heures pour faire ça par jour. Si tu fais moins, tu fais moins. Voilà. Puis en plus, elle gère mon agenda. Mais tu vois l'idée, quoi. Et après, évidemment, c'est un exemple relativement simple. Et j'ai pas la réponse à tout, tu vois. Je pense qu'il y a des cas dans le développement informatique, les applications. Mais là aussi, ils travaillent souvent par itération, ce qui leur permet d'avoir un feedback des clients. Et souvent, OK, c'est quoi le feedback des clients, tu vois. Donc, je pense que c'est important d'avoir une sorte de trucs assez clairs. Et tu sais, le management par objectif, ça a été c'est un peu décrié, tu vois, parce que souvent on pense que c'est le cadre, le chef qui arrive qui dit, tu vas faire ça, tu vois. Et moi, avant, j'ai dit, OK, il faut avoir un plan, il faut avoir un objectif, mais ça ne veut pas dire que l'objectif, j'ai pas à le discuter avec mes équipes,
Tu vois, et moi, je pense pas mal au management par objectif. J'y crois, même s'il y a évidemment d'autres modèles, tu vois. Euh, ce que je pense qui a fait du mal au management par objectif, c'est des mauvais managers, tu vois. Euh, ou des managers qui sont pas forcément mauvais en soi, ils veulent bien faire, mais il leur manque deux, trois pistes, deux, trois outils pour vraiment briller dans leur poste, tu vois. Par exemple, le technicien qui commence à gérer des équipes et qui n'a pas forcément une formation de manager, comme ça arrive souvent, tu vois. Et Mm. il essaye de faire du mieux qu'il peut en répondant rapidement à des emails, mais il perd de vue le périmètre. Peut-être qu'il n'est pas au courant du périmètre et toutes ces choses, tu vois. Donc, moi, je pense que le travail remote, pour revenir sur ce sujet, il est intéressant parce qu'il nous pousse à réfléchir, OK, comment évaluer la performance d'un travailleur quand je ne peux pas voir s'il est en train de travailler? Mm. Ok. Bon, il n'y a pas de bonne réponse à ça, Il n'y a mais pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. ça me fait réfléchir. C'est complexe. Euh, voilà, je voulais laisser un peu de temps quand même sur ton expérience sur l'armée suisse, justement. Moi, j'appelle ça l'attitude capitaine. Je pense que ça te parle parce que je pense que je dis souvent d'ailleurs que le fait enfin, le leadership, c'est pas une question de grade, de fonction, de, de statut. C'est un état d'esprit pour moi parce que Ouais. je parle d'être capitaine de sa vie, ça part de là. Tu vois, c'est Hmm. difficile d'être capitaine de quoi que ce soit, d'une famille, d'une équipe, etc. Si Ouais. ça part pas de toi. Je suis quand même très inspiré de l'environnement de l'armée parce que c'est quelque chose qu'on a dans l'inconscient collectif que l'on voit comme, tu sais, un peu comme dans les films où le sergent-chef, le caporal, il crie sur les troupes en les insultant et en les réduisant à ça. Alors Ouais. que j'ai l'impression que de l'intérieur, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup d'intelligence participative et le respect, il est généré parce que surtout, il est mutuel et qu'il y a une relation qui est créée quand même avec les équipes qu'on encadre. Bien Euh, sûr. donc voilà, je voulais t'entendre un petit peu là-dessus. C'est quoi, en t'inspirant de ton expérience de capitaine aujourd'hui euh, Hmm. de l'armée suisse, qu'est-ce que tu retiens comme leçon pour toi qui est, voilà, qui peut être retenu comme du leadership moderne, quoi. Ouais. Alors, si tu veux, moi, déjà, je ne me considérais pas comme un leader. Tu vois, moi, j'essaie simplement d'accomplir la mission avec mes gars, essayer de les impliquer, faire de mon mieux, mais je me suis jamais dit, ah, je suis un bon leader. Tu vois, ça, c'est un truc. Et une idée qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, en fait, enfin, je sais pas où elle est venue cette idée. Peut-être que c'est un instructeur qui me l'a donné, mais j'arrive plus à retrouver la source. Mais en gros, c'était, tu seras jamais chef si tu veux être apprécié par tes gars. Voilà. On en vient ou non, on en vient à, il faut punir l'individu pour le bien collectif, euh, être conséquent sur un individu, mais ne pas être rancunier, tu vois. Euh, et donc, forcément, si tu veux être apprécié par des gars, tu seras un mauvais chef. Ça, c'est mon point de vue, évidemment, hein. Tu vas trouver d'autres points de vue, quoi. Euh, et donc, voilà. Et donc, ouais, ça, c'était le premier truc, je pense que j'ai envie de dire par rapport à ça. Et puis après, évidemment, comme tu disais, il y a du respect. Moi, j'étais rien sans mes soldats. Tu vois, j'arrivais, je touchais un équipement dans les troupes du sauvetage. Donc, juste pour replacer le contexte, troupes du sauvetage. Donc, en Suisse, pour replacer le contexte, en Suisse, on a une armée de milice. Ok. Donc, c'est-à-dire chaque soldat a l'obligation de servir 10 mois à peu près. Euh, les hommes ont l'obligation, les femmes peuvent rejoindre sur volontariat. Il n'y a pas que l'armée, tu as aussi le service civil qui est plus long si tu n'as pas envie de faire de l'armée. Euh, voilà. Et moi, j'ai eu la possibilité de faire ça dans les trucs du sauvetage. J'étais pas forcément super fan de l'armée. Euh, mais après, j'ai rencontré un chef qui m'a donné envie. Il s'appelle Yann Maclin. Donc, c'était un lieutenant qui était, lui, un très bon leader, en tout cas, que je considérais comme un très bon leader, un leader d'homme. Et lui, il m'a donné envie d'aller plus loin, tu vois. Et, et donc, la Suisse te permet de faire cette carrière militaire tout en restant un milicien. Donc, c'est-à-dire, tu vas avoir un rôle, mais tu peux quand même avoir un job au civil. Voilà. Et X semaines par année, tu vas enfiler ton uniforme, aller dans un bunker et entraîner ce que tu as appris lorsque tu étais une recrue. Et le job du capitaine, c'est de s'assurer que tout le monde arrive au bon moment, qu'il y ait des infrastructures. Donc, tu vas aller parler avec les communes, trouver une place, etc. Préparer des exercices, entraîner tes gars, évaluer tes gars, et puis essayer de maintenir un niveau de compétence. Puis Mhm. évidemment, tu as l'échelon supérieur, qui est l'échelon bataillonnaire.
avec un état-major. Et puis voilà. Et donc voilà. Et tout ça pour dire que moi, je pourrais pas faire que les missions qu'on me donnait sans mes gars. Voilà, c'est tout. Donc ouais, ouais, je pense qu'il y a un respect et il y a une sorte de relation qui se met en place dans le sens où c'est pas parce que t'es le chef qu'il y a le chef. T'es le chef, mais tu dois prendre soin de tes gars. Parce que si tu prends pas soin de tes gars, t'as beau avoir un grade, les mecs vont pas t'écouter. Les mecs et les Mm. nanas vont arrêter de t'écouter. Tu vois. Et ensuite, ils vont faire ce que l'humain sait très très bien faire, de la résistance passive. Tu peux pas les punir, mais t'arrives, il y a rien qui se passe bien. Résistance passive. Ce qu'on appelle le Ah, je savais pas qu'il fallait désengagement. faire ça comme ça. Ah, j'ai oublié mon fusil. Ah. Donc voilà, et donc quand tu sais ça, bah, tu remarques qu'il faut travailler main dans la main avec tes gars. Et c'est là l'ambiguïté de ce rôle, c'est que oui, tu es le chef, tu as le pouvoir juridique punitif, tu peux punir tes gars, tu vois, tu peux leur mettre des amendes, tu peux les mettre au trou s'il faut, tu vois. Mais il faut faire très très attention si tu commences à utiliser ça, parce que ça peut vraiment vite se retourner contre toi. Tu Mm. vois. Et donc, tu as meilleur temps d'utiliser d'autres approches. Et en fait, ça se sait, tu vois. Tu as aussi des personnes, toi, dans la compagnie, je prends l'exemple des chauffeurs, les chauffeurs poids lourds. Sans les chauffeurs, en fait, t'es rien, parce que tu peux pas dépasser ta compagnie. Et les chauffeurs, ils ont besoin de dormir 8 heures par nuit. Si tu veux, t'as des compétences comme ça dans ta compagnie qui font que, bah, en fait, si le mec qui a une compétence clé, il n'a pas envie, bah, en fait, il peut, entre guillemets, vraiment te mettre dans la merde. Et donc, en fait, ça, c'est une dynamique à bien comprendre très rapidement parce que sinon, tu te fais défoncer, quoi. Mm. Tu vois, même si tu es capitaine. Ouais. Et j'ai toujours, l'armée a besoin de tout. Le soldat, il a été suffisamment malin pour pas grader plus loin, tu vois. Moi, j'aime bien dire ça, tu vois. Puis Ouais. après, moi, c'est ce que j'étais soldat. Après, tu vois, j'étais un peu jeune, je me suis dit, je fais sergent. Puis après, je me suis dit, ah, sergent, le lieutenant, ça doit être tranquille, tu vois. Donc, je me dis, ok, je grade, je fais lieutenant, je fais pff, beaucoup de travail. Je pense que le capitaine, c'est relax, tu vois. Et j'arrive au grade de capitaine, je dis, purée, maintenant, il faut même que je travaille au civil, je fasse la planification, machin, etc. Je me suis arrêté là. D'accord. Les, Intéressant. les soldats, ça va plus vite. J'aime bien dire ça comme ça, mais c'est juste pour dire, voilà, il faut tout pour faire une compagnie, quoi. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur le leadership ou sur l'organisation? On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce que tu vois autre chose qu'on n'a pas évoqué, qu'on a raté? De toute façon, il y a plein plein de choses, mais ce que j'ai simplement envie de dire, c'est l'organisation, ça peut être un super pouvoir. Euh, et je trouve une très bonne manière de commencer, c'est je décide puis je fais, parce qu'on a dit beaucoup de choses, ça peut être perturbant pour les gens, ça peut, ok, par où je commence, mais en fait, l'organisation, c'est vraiment ça, c'est je décide de quelque chose et je le fais. Hmm. Et L'importance de la préparation, déjà aussi, hein, ouais, dans l'armée comme dans la vie. mais sans tomber non plus dans l'excès, tu vois. Ah ouais. C'est ça, je pense, parce Ça, que il y a aussi le cas extrême, de la personne qui est millimétrée, tu vois. hmm, Et moi, j'ai pas ça, tu vois. Dans mes journées, j'ai deux, trois tâches vraiment importantes. Le reste, c'est assez flex. hmm. Tu vois? Par contre, je vois assez loin sur certains trucs. Donc, ouais, on pourra en parler des uns. Mais il faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé de la personne qui est ultra productive et puis, je sais pas, elle passe un bon moment le soir avec ses amis. Mais parce que c'est 22 heures, elle dit, OK, tout le monde dort, je vais au lit, tu vois. Hmm. Je vais pas les citer, mais je connais des coachs en organisation qui sont comme ça. Ouais. Tu vois? Trop rigide. Pour moi, c'est trop rigide, quoi. Donc, c'est trouver cet équilibre. Et si tu regardes dans la nature, les systèmes, c'est ça. Nous, notre corps, on a des réserves de graisse pour justement gérer les coups durs. Donc, en fait, ton organisation, les réserves de graisse, c'est les réserves de temps, quoi. Si tu es Je à ferai flux un tendu, épisode, je ferai un hein? épi- je ferai un épisode sur le biomimétisme, je crois, parce que je trouve ça passionnant. Et je Ouais, c'est trouve intéressant. intervenant, peut-être qu'il pourra nous éclairer là-dessus. Ok, on s'approche tout doucement de la fin, Julien, que j'ai, comme d'habitude avec toi, trouvé super riche. Encore une fois, on sent que tu es passionné, que tu pourrais en parler pendant des heures. J'ai deux questions récurrentes. La Ouais, première, c'est que tu nous donnes trois sources d'inspiration, mais pas forcément, tu vois, sur l'organisation, mais des trucs ouais, qui ont déclenché des déclics chez toi et que tu nous conseilles de lire, de regarder, d'écouter, de visiter, ce que tu veux. ouais. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, tu me vois toujours? Oui, oui. Ok. Euh, Moi, ce qui m'a beaucoup aidé,
dans la partie inspiration, c'est l'approche systémique. C'est un champ de recherche sur les systèmes complexes, systèmes simples. Ça m'a énormément aidé à comprendre pourquoi certains problèmes, plus j'essayais de les traiter, plus ils revenaient en force. Voilà. Donc l'approche systémique stratégique, ça c'est vraiment une inspiration qui est très intéressante. Et dans les livres, je regarde là ma bibliothèque s'il y a un livre que je pourrais recommander pour bien commencer. Euh, on pourrait, on pourrait commencer avec un tout petit livre qui s'appelle Chevaucher son tigre. Et c'est un bon point d'entrée. OK. Excellent. Euh, Ensuite, un autre livre qui m'a énormément apporté, on n'en a pas beaucoup parlé parce que voilà, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en gros, pour moi, le stoïcisme a une grande place dans ma vie. Ok. Pourquoi? Parce que même si tu es très bien organisé, ben en fait, ton fils peut mourir, tu vois. Et à la fille, il y a tout, la vie fait que ça peut être très, très, très difficile tout d'un coup. Et je trouve une très bonne manière de gérer ça, c'est de revenir à des problématiques qui sont là depuis des millénaires. Et pour moi, le stoïcisme, ça a été vraiment très, très salvateur dans ma vie et ça m'a permis de gérer ce que je n'arrive pas à gérer avec l'organisation, en fait, tout simplement. Mais aussi gérer mes pensées. Toi, tu parlais de jugement, on a des jugements automatiques. Ouais, c'est vrai. Mais ensuite, tu peux accepter ou non le jugement. Tu vois. Et ça, c'est donner ton assentiment Et ça, c'est le contrôle des pensées. J'en parle aussi hein, dans la pyramide, on n'en a pas parlé, mais bref. Donc, un livre très intéressant, c'est euh, Introduction aux pensées de Marc Aurèle, de Pierre Mhm. Hadot. Je sais pas s'il est là. Ouais, celui-là. Vraiment, vraiment cool. Euh, et parce que beaucoup de gens commencent avec les pensées de Marc Aurèle, mais ils pigent que dalle, tu vois. Parce qu'il écrit pour lui-même, il écrit pas pour une audience. Et lui, il a ses modèles, voilà. Donc, c'est un livre compliqué, les pensées de Marc Aurèle. Puis ensuite, tu parlais d'inspiration, bah, c'est simplement Ryan, un gars qui a été un de mes mentors. Aujourd'hui, bah, qui n'est plus un mentor, qui est un pote, mais c'est un gars qui m'a aidé à certains moments de ma vie à me montrer que c'était possible en fait de créer un business en ligne et qui m'a permis de passer au niveau supérieur à un moment donné, alors que je me trouvais des excuses. Et je pense que c'est bien de trouver des gens autour de nous. Là, maintenant, j'ai un mentor, un autre qui est plus avancé dans le business, plus un coach. Et je pense que les périodes qui ont été le plus fructueuses pour moi, ce sont les périodes où j'étais engagé. Engagé avec d'autres personnes qui m'aidaient à faire les choses bien. Parce que seul, on est très vite proie à nos doutes et à un coup dur. Et avoir des gens qui nous aident, ils nous aident à dézoomer. OK, dans 10 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que tu penseras de cette situation-là? OK. Donc, voilà. Ryan, S'entourer. évidemment, il n'est pas accessible pour tes auditeurs, mais l'idée là derrière, l'idée là derrière, tu l'auras compris et vous l'aurez compris, d'essayer d'avoir des mentors, quoi. Pour moi, ça, c'est très intéressant, quoi. Très, très intéressant. Ok, merci beaucoup pour tous ces partages. Je te donne la dernière question qui sera le mot de la fin. Donc, je te laisse quelques secondes de réflexion. Donc, c'est qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie? Et je voulais remercier, bien sûr, comme je le fais à chaque fois, les auditeurs, auditrices de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je sais que c'est du contenu long, mais c'est un parti pris. Vous l'écouterez en 2 fois, en 3 fois. Mais je trouve que voilà, il n'y a pas assez de contenu long. On va dans la profondeur des échanges. Et encore, si ça tenait qu'à moi, ça durerait le double ou le triple. Ces C'est sujets-là clair. sont sans fin et sont passionnants. Mais rendez-vous est pris avec toi, Julien, pour qu'on continue ça ensemble Avec grand plaisir. en off. Et puis, bien sûr, likez, partagez sur les réseaux comme à la machine à café. Faites parler de ce podcast. Et je vous invite bien sûr à aller consulter les livres de Julien, 2 heures chrono pour mieux s'organiser, en finir avec l'infobésité, le cerveau numérique, et puis retrouver tous ces accompagnements sur www.organisologie.com. Julien, encore une fois, un grand merci. Notre temps est écoulé, puisque voilà, la loi de Parkinson, il faut se donner un temps cadré. Donc, je te donne le mot de la fin. C'est quoi pour Yes. toi, c'est quoi pour toi être capitaine Euh, de ta vie? Bah, écoute, pour moi, vu que la vie est impermanente, je dirais que c'est et on finit sur le stoïcisme, parce que c'est une pensée qui vient du stoïcisme, mais c'est de réussir à tirer un avantage de tout ce qui nous arrive. Voilà. Merci Julien Gagnon. Merci à toi, à très vite et merci de nous avoir écoutés.
And cut. I am the captain of my soul.